nous attendons donc les dernières des solutions de Félix Tshisekedi. Vous avez la parole si vous êtes adressé, si le président de la République vous a reçu dans ces consultations. Quel est votre message que vous pourriez aller lui dire? Nous avons vu des gens défiler en sortant, ils ont dit non, il faudrait que FCC cache, puisse le mariage doit être, il y a un divorce. Nous avons vu d'autres membres du FCC qui ont dit non, nous pensons à ce que les gens qui sont dans le FCC puissent rejoindre l'union sacrée pour la relance, tout ça. Quelle est votre pensée d'abord sur cette union sacrée et puis ce que vous pouviez dire au président de la République? Ma pensée, c'était d'abord de rejoindre les documents que Monseigneur Moussengo avait présentés au président de la République, qui se résument, lui, on l'avait dit, qui se préoccupait du développement économique du pays. Ma pensée aussi, c'est de rejoindre ce que Monseigneur Tchibam, oui, avait dit de créer une institution qui devrait réfléchir aux problèmes du pays, patati patata, ainsi de suite. Et pas simplement se limiter aux préoccupations présentées par les deux personnalités, mais essayer de tendre aussi, parce que le problème du pays sont très vastes. Nous sommes un pays très riche, nous sommes un pays qui a des potentialités. Comment, par exemple, arriver à supprimer l'importation de produits alimentaires au Congo? Parce que nous avons tout. Réorganiser pratiquement le pays. Mais c'est ça. Voyez-vous, voilà les préoccupations qui devaient vraiment nous intéresser. Problème de sécurité. Bon. L'Est, est-ce le Rwanda, est-ce l'Ouganda qui continue à déstabiliser, ou bien réfléchir sur le problème réel, comment trouver les solutions durables. Ce n'est pas pour dire que voilà, un tel a dit, un tel a fait, tout cela, comme je vois Bitakuire qui aujourd'hui, hier il disait ceci, aujourd'hui il est ceci, cela. Donc, vous voyez un peu le prototype de la classe politique que nous avons. Donc, si dans ces déclarations, alors pour cela, mettre en avant-plan des structures de réflexion. Et dans les structures de réflexion, il faut faire attention. Parce qu'il y a des intellectuels aliénés qui, quand ils vous parlent du développement de leur pays, ils ne voient que la pensée occidentale. Que fait la France? Oui. Là, aux États-Unis, ça ne marche pas comme ça. Donc, la Belgique, ignorant que nous sommes des Congolais et que nos réalités sont différentes. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec l'augmentation de la production du cobalt? Cette augmentation-là, qu'est-ce qu'elle peut nous apporter pour le développement du pays, pour les populations? Qu'est-ce que nous faisons avec l'augmentation de la production du diamant? Mais moi, ça me rend malade. Le diamant, sur le plan mondial, on dit que la République démocratique du Congo est premier producteur du diamant industriel. Premier producteur du diamant industriel. Qui ne profite pas aux mais ce diamant industriel a profité à qui? À la ville d'Anvers. Va à Anvers. Tu vas voir comment Anvers est reconnu mondialement à cause du diamant industriel. Va à Bruxelles, tu vas trouver des infrastructures qui ont bénéficié de cette position de premier producteur. Mais va en Bujimaï, c'est un grand village. Pourquoi ne pas réfléchir à ce que, par exemple, que non, on n'importera plus, que les gens viennent acheter chez nous? Mais c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, par exemple, on va me dire que la Gégamine a produit tel tonnage de choses. Ce n'est pas ça qui m'intéresse, moi. Qu'est-ce que nous faisons avec le surplus de tonnage que nous avons aujourd'hui par rapport aux problèmes de développement du pays? Dire à mes frères d'Mboujimaï qui travaillent à l'ANIBA, par exemple, comment faire d'Mboujimaï
un centre mondial du diamant. Parce qu'Anvers à cause du diamant d'Imbujimai. Mais comment faire d'Imbujimai un centre mondial? VTG bien mondial. Parce que ils se disent que non, nous n'importerons plus, nous n'exporterons plus, les gens viendront ici. Pour acheter le diamant, nous faciliterons par exemple leur venir, leur hôtellerie, construire toutes les histoires qui... Alors qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire la construction des hôpitaux. Exactement. Ça va produire les sous-traitances des services. Ça va produire le tourisme, l'hôtellerie. Ça va produire beaucoup de choses. Et en Bujumaï, les femmes ne vont pas crier tel qu'elles crient aujourd'hui. Oh, nous souffrons, nous n'avons pas à manger, et le foufou est terminé et tout cela, et ainsi de suite. Alors qu'à côté, il y a toute une richesse qui ne profite pas au pays. Et cela depuis 1885. Réfléchissons à ce genre de choses plutôt que oh le pouvoir. Mais c'est ça le pouvoir. Tu vas prendre l'or de Kilomoto. Même problème. J'étais à Iri pour ne pas vous couper. Je suivais les informations. Il y a les Allemands, il y a les groupes, c'est pas américains, Apple, qui disent que non, ils vont venir pour le cobalt. Ils vont encadrer l'exploitation artisanale des cobalt, tout ça, encadrer les paysans. Et je me suis dit, l'État congolais, oui. Qu'est-ce que nous faisons avec nos matériaux? Oui. Nous avons les coltans. Pas les matériaux, qu'est-ce que nous faisons avec nos intelligences? Parce que ces intelligences existent aujourd'hui. Donc ces gens-là vont venir vous encadrer, vous dire non, oui. Tout ça, donnez, nous allons commencer à acheter. Ils achètent, ils ne construisent rien, ils vous donnent l'argent. C'est ça. Vous avez l'argent, vous n'avez pas la possibilité de construire votre pays. Donc c'est... La communauté internationale avait combattu Mobutu lorsqu'il voulait ouvrir à l'université de l'Uranium le centre nucléaire. Mais c'était un Congolais qui était à la tête. Le professeur, comment il s'appelait encore? J'ai oublié son nom. Hein? C'était des Congolais qui étaient à la tête. Est-ce qu'il y avait un blanc? On a combattu cette histoire-là. Je me suis toujours posé la question, enfin plutôt je pose la question aussi à nos Congolais. Qu'est-ce qui explique que la SOSACOM n'a jamais été opérationnelle? Qu'est-ce qui explique que l'usine de Manoukou n'a jamais été opérationnelle? Qu'est-ce qui explique que Yinga n'a jamais été opérationnelle? On piétine toujours. Il faut voir la main invisible des multinationales. Ils ne veulent pas que le Congo produise ses propres richesses. C'est ça le problème, c'est tout. Est-ce que nous, à notre niveau, pourquoi est-ce que nous ne décelons pas cette histoire-là au sein même de nos dirigeants? Mais parce que nous avons des opportunistes politiciens qui n'ont pas un background. Regarde Biden. Il est en train de monter son gouvernement maintenant. Mais quand on vous cite le background des personnalités qu'il est en train de... Il a travaillé pendant 30 ans, il a fait ici, là-bas, il a fait pendant 30 ans. Il a fait ceci, il a fait cela, et ainsi de suite.
Mais ici, chez nous, on va vous prendre quelqu'un, ministre ou conseiller, parce que il est du FCC. C'est tout. Parce qu'il est de l'UDPS. C'est ça, parce que oui. C'est vraiment malheureux, papa. Il y a à boire et à manger. Alors voilà pour moi, s'il y a quelque chose à faire, moi je vois les choses à faire dans ce sens-là. Comme ça ferait taire, une fois pour toutes, les gens qui ont excellé et qui sont expérimentés dans la manière de mentir, dans la manière de chercher des problèmes pour détruire, pour chercher des conflits. Les gens qui ne se préoccupent que de ça, les gens qui font donc ce que nous appelons aujourd'hui le COP à Kinshasa, et qui ne vivent que de ça. Or, le COP ne contribue pas au développement du pays. Non. Normalement, tout gouvernement doit supprimer cette histoire qu'il a des COP. Vous voyez quelqu'un qui se réveille le matin, poche vide, qui fait le tour de la ville, à 15 heures, en poche, il a $500. Il quitte chez lui le matin, il n'a rien. Il va mentir là-bas, il va rapporter les histoires là-bas, ainsi de suite. Vers 15h ou 14h ou 16h, en poche, il a $500. Pendant que celui qui travaille normalement, et celui qu'on écoute plus, c'est lui qui fait ce tours-là. Mais celui qui travaille normalement, lui, il est là en attendant $50 par mois. Faudrait-il encore que ces $50 arrivent? Voilà les réalités de notre pays, les réalités auxquelles les dirigeants du pays doivent réfléchir. Les dirigeants des partis politiques doivent réfléchir pour monter des visions de développement, pas des visions de déstabilisation des autres. Mais ceci vraiment, pendant les 18 ans que Kabila a fait, qu'est-ce qui a manqué à ce que nous pouvons réfléchir à ce que cette histoire ici, un jour ça pourrait arriver, à ce que le pouvoir du Premier ministre et du Président puisse avoir des clashs? Non, pendant ce temps-là, on n'avait pas cette idée-là que ça pouvait arriver. Tu sais, notre culture que nous avons actuellement nous empêche, nous avons une culture qui fait que quand nous arrivons au pouvoir, ceux qui étaient là avant n'ont rien fait. C'était vide. Mais moi, sur le plan économique, quand je prends ce qui a été fait pendant les régimes sortants, je ne cesse de le dire, le pays a vécu avec $500 millions de budget annuel. Avec la même structure, parce qu'on n'a pas eu des industries de transformation du temps de Kabila, mais avec les mêmes structures, les mêmes sources de recettes et tout cela, le budget est passé à 5 milliards. Posons-nous la question comment cela a pu se faire. Ce sont des sacrifices énormes, ça c'est de un. Des deux, je crois que je t'ai envoyé dernièrement les documents du professeur Manu Moulumba, où il donne l'évolution de... Oui, c'est ça. Comment cela a pu se faire? C'est un travail énorme et très profond qui vous accapare beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas réfléchi seulement à cette dimension du problème, vous avez en même temps à réfléchir à d'autres problèmes. Entre autres, quel problème? Vous avez à réfléchir à l'agression des multinationales. Comment les contourner? Parce que l'agression des multinationales passe par les nationaux. Et ils se cachent derrière les nationaux. Comment arriver à parer à toutes ces choses-là? Si nous sommes arrivés à cette situation, qui a commencé son évolution après certainement San City ou peut-être après les élections, les premières élections qu'on a passées. Oui, de 2006. Pour arriver à chose. Donc, il y a un travail qui a été fait. C'est pour cela que pour moi, l'équipe qui arrive après
fait, et essayer de les compléter. De les compléter, puis à partir de là, voir ce qu'ils peuvent corriger. Et c'est ainsi que nous allons atteindre à des effets qui vont se manifester au niveau de la population. Parce que le travail qui a été fait, c'est vrai que les effets au niveau de la population ne sont pas encore sentis, mais il fallait encore monter. Et l'équipe qui vient après doit travailler de manière à monter encore les niveaux, et ça va avoir des effets sur l'opinion. Mais s'il faut tout recommencer à zéro, à ce qui était là avant n'ont rien fait, il faut recommencer encore à zéro. L'impression est qu'aujourd'hui, il faut recommencer, il faut bâtir le pays. On a comme l'impression que le pays n'existe pas, parce qu'en essayant un peu de résoudre un problème, ça crée d'autres problèmes. On dit par exemple, on va rétablir un état de droit, il y a des frustrations. Toute action qu'on prendra devra engendrer des réactions de part et d'autre, parce que nous vivons du bicéphalisme, comme disait un politicien, qu'il y a un pays qui est justement... Je prends un exemple. J'ai suivi dernièrement sur Top Congo les interviews du ministre de l'Agriculture et du ministre de Pêche et Élevage. Oui. C'était très intéressant. Je ne pensais pas qu'au niveau du gouvernement, on réfléchissait comme ça. Mais le schéma tel qu'il est tracé, voilà le développement. Voilà les choses qu'on aurait pu porter à l'opinion publique, qu'on aurait pu chercher à la fois par les réseaux sociaux, à divulguer de manière à sensibiliser la population, à lui faire comprendre quoi. Je donne à titre d'exemple. Le ministre de l'Agriculture dit ceci. Nous avons identifié 4 produits très consommés en République démocratique du Congo qui font l'objet de l'importation. Le maïs, le manioc, le riz et le haricot. Ces 4 produits, on a déjà commencé à produire vers, je crois, les bas Zaïre. Il y a même une industrie de transformation qui est déjà installée là-bas, et ainsi de suite. La récolte se fait 4 fois par an. Et les semences utilisées donnent une rentabilité à l'hectare beaucoup plus supérieure que ce qu'on en connaissait avant. Est-ce que tu te rends compte de ce travail-là? Voilà les choses qu'on a. Développement. Oui. Alors maintenant. Si on n'importe plus le maïs, si on n'importe plus les haricots. Mais lui-même dit le poisson, si on n'importe plus. Il a donné un exemple. C'est beaucoup, ça c'est de gagner. Il dit, sur autant d'hectares, je vais vous produire 1 400 000 kilogrammes. De tonnes. Alors, prenez que on vend $1 ou $10 par tonne. Vous voyez ce que ça donnerait? Parce que la consommation, elle est là. Vous voyez ce que ça donnerait? Le marché. Oui, le marché est là. Ce n'est pas que vous allez encore chercher à vendre ailleurs. Non. Non. Donc il produit 1 400 000 choses comme ça et il dit je vends ça à $10. Mais je n'aurais plus besoin de l'argent extérieur. Non. Et il dit je vous demande simplement si c'est 45 millions, il a dit. J'ai demandé au gouvernement 45 millions, mais après une année, je vais lui produire plus de 5 millions. Plus de 500, oui, c'est ça. Voilà les choses qui auraient pu nous intéresser. Le type de l'élevage aussi. Évidemment, il a les problèmes du côté avec l'Angola et tout cela, et patata. Il trouve que les pêcheurs sont des artisanaux. On est en train de réfléchir comment les encadrer et tout cela. Il va à l'est, sur Tanganyika et tout cela. Il a fait des prospections. Mais c'est terrible. L'exemple typique que je vais ajouter ici sur la pêche. Quand vous allez sur le lac Édouard. Oui, il a cité. Oui. Vous voyez le comble, quand vous arrivez là-bas, du poisson à gogo. En Ouganda, on n'importe pas le poisson. Le poisson que l'Ouganda mange
ça vient du lac Édouard. Oui. Mais quand vous entrez au Congo, chez nous, on n'a pas de route parce qu'au début, vers les années 74, 74, 75, il y avait ce qu'on appelait le poisson de Kiavignong qui arrivait, qui pouvait alimenter jusqu'à Bukavu, et puis on va jusqu'à vers Kisangani, disons, pas Kisangani parce que Kisangani c'est les Ouagéniens, mais ces poissons-là pouvaient alimenter Goma, Bukavu, et puis Massissi et tout ça. Mais aujourd'hui, non. Ça n'arrive plus parce qu'il n'y a plus de route. Mais le même poisson, le même lac Édouard, continue à alimenter l'Ouganda. L'Ouganda, ils ne connaissent pas les Thompson comme ici. Non. Ils n'importent pas le poisson. Et puis, ce que j'ai aimé par le ministre de l'élevage et pêche et tout ça, il parle de la pisciculture. Mais on peut élever les poissons n'importe où avec les piscicultures. Alors, il donne le tonnage par exploitation. C'est ce que Katumbi est en train de faire à Lubumbashi. Donc, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup en tout cas pour nous avoir suivis. En tout cas, papa, nous vous remercions encore une fois de plus. Merci beaucoup. Nous essayons encore de faire ce que vous nous demandez, mais nous espérons que vous serez encore le mois prochain pour venir encore intervenir après ce que le président aura à nous dire. Okay. Nous aurons encore à réfléchir et ça sera encore un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Ok, tous les plaisirs sont pour nous quand nous partageons. Nous avons travaillé pendant plusieurs années, nous avons géré, nous avons expérimenté. Pourquoi pas ne pas partager les idées? Nous partageons les idées. Oui. On ne cherche pas à être au pouvoir, mais on partage les idées de manière à contribuer en fait. Surtout éveiller la conscience de nos frères politiciens. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Saviez-vous qu'il est possible de mesurer votre action juste par l'observation? Celui qui ne sait pas et qui reconnaît son ignorance, c'est un intelligent. Celui qui ne sait pas et qui ne veut pas reconnaître son ignorance, c'est un ignorant. Celui qui sait et qui reconnaît son savoir, c'est un sage. Le savoir insuffle nos choix et nos décisions, qui deviendront nos actions et nos réactions.